Alors dans cette nouvelle leçon, on va maintenant s'attaquer au fait de déplacer le personnage dans le level. Ça va commencer à être de plus en plus intéressant. Alors ici, je vais juste supprimer mon hello dans mon input look around. Et du coup, on va commencer par faire en sorte que le personnage se déplace lorsqu'on appuie sur les touches dédiées. Donc ça va être l'action INP Move Around. Donc on va s'attarder d'abord sur ça. Ok ? Et du coup ici, on va vouloir faire en sorte que quand je lance le jeu, si j'appuie sur ZQSD, que le personnage réagisse en fonction et puisse se déplacer dans tous les sens. Et comme expliqué plus tôt dans cette formation gratuite, en fait, on a créé un personnage, un BP Hero qui hérite de la classe BP Caractère. Et si j'appuie sur le petit crayon pour aller dans la classe Caractère pour faire des modifications, on peut voir ici que dans la classe Caractère, celle-ci hérite de la classe BP caractère, hérite de la classe caractère. Donc, c'est-à-dire qu'elle a les propriétés d'un caractère. Donc, ici, je vais supprimer ça, ça, ça et ça. Et donc, ici, en fait, ce qui est cool, c'est que comme on hérite de la classe caractère, on a des fonctionnalités qui sont déjà préprogrammées en quelque sorte. Et en fait, si vous vous rappelez bien un peu plus tôt dans cette formation, il y avait ici un component en particulier qui s'appelle le character movement. Et en fait, ici, si vous laissez votre souris dessus, vous voyez un peu la description. En gros, tout ce qu'elle va dire, c'est que cette description va dire qu'en gros, c'est un component qui permet de gérer la logique des mouvements du personnage. Et en gros, parmi tous ces trucs pré-intégrés dans la classe, en fait, il y a aussi le fait de pouvoir se déplacer. Et en fait, avant de coder tout ça à proprement parler, je vais sélectionner le caractère movement et je voulais vous montrer qu'ici, vous avez tout un tas de paramètres. Ils sont suffisamment explicites en général pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, si je vais dans la catégorie ici, voilà, caractère movement walking, là juste au-dessus de ma tête ici, vous voyez que par exemple, on a le max walk speed, qui est en fait la vitesse de marche de notre personnage, qui est mise à 600 unités, 600 cm par seconde. Donc, lorsqu'on va avancer, il va avancer de 600 cm toutes les secondes. On pourrait aussi mettre ici, par exemple, max step height. C'est en fait la hauteur maximale des marches que le player peut traverser, en quelque sorte. Si une marche fait plus de 45 cm de haut, le player va être bloqué et il faudra qu'il saute pour aller au-dessus de la marche. Donc ici, pour revenir à l'implémentation de notre logique, ce qu'on veut faire, c'est déplacer le joueur quand on va enfoncer l'une des touches dédiées au mouvement. Donc que ce soit le stick de la manette ou les touches ZQSD. Donc ici, on va faire en sorte que tant que le trigger est lancé, ici à chaque frame, tant que c'est pressé, on va déplacer le personnage. D'accord ? Et pour ce faire, on va utiliser la fonction Add Movement Input. Je vais faire un clic droit, je vais taper Add Movement Input. Ce truc-là, Add Movement Input. Donc je vais cliquer dessus. Et en fait, ce truc-là, je vais faire ça 2 fois. CTRL-D. Et donc, cette fonction-là, elle permet de déplacer le personnage. On va utiliser un premier Add Movement Input pour le déplacer verticalement et un deuxième pour le déplacer horizontalement. Alors ici, avant de commencer à implémenter tout ça, je voulais vous expliquer un petit peu l'anatomie. On l'a déjà vu un petit peu plus tôt, mais bon, un petit rafraîchissement de nos connaissances ne fait jamais de mal. Et donc ici, le Add Movement Input, si vous regardez en dessous, il y a un Target is Pawn. Ça veut dire en gros que ce truc-là, il va être appliqué sur un pawn. Et magie, on est bien dans un pawn, tout simplement parce que ici, le BP Hero hérite encore une fois de la classe BP Caractère, qui hérite de la classe Caractère, qui, elle, hérite de la classe Pawn. D'accord ? Qui, elle, hérite de la classe finalement Acteur. Bon, ça fait une sacrée hiérarchie au-dessus de notre tête, en gros, mais en fait, à partir du moment où on est dans un pawn, on peut faire appel à cette fonction-là. Ici, le target, ça représente finalement le self, en fait, c'est celui sur qui on veut appliquer. Donc, self, c'est soi-même, donc on veut ajouter des mouvements à ce héros, donc on veut déplacer le BP Hero, et donc ici, on a plusieurs paramètres. On a le World Direction, qui représente la direction vers laquelle on veut se déplacer. Si on met X égale à 1, par exemple ici, ce qui va se passer, c'est que dans le monde, ici, on va prendre le X, Y et Z qui sont disponibles ici. Alors, je suis désolé, ça va peut-être un petit peu trop vite, voilà. Ici, on peut voir X, Y et Z en bas à gauche. Et en fait, le X, en quelque sorte, peut-être qu'on va mieux les voir comme ça, voilà. Si on met X est égal à 1, ça veut dire qu'on va se déplacer le long de cet axe-là. D'accord ? Donc l'axe X, pour rappel, c'est l'axe qui va de là à là, vers le haut. D'accord ? Donc là, si je vais comme ça, je fais X égale 1. Si je vais comme ça, je fais X égale moins 1. Y, c'est celui qui va de gauche à droite. Donc si je fais Y égale 1, je vais à droite. Si je fais Y égale moins 1, je vais à gauche. D'accord ? Donc en fait, ça, c'est la fameuse direction. Donc X égale à 1, je longe l'axe X de manière positive, donc vers la profondeur. Ensuite, si je fais par exemple X égale à 1 et Y égale à 1, je vais devant à droite. Donc je vais en diagonale vers en haut à droite en quelque sorte. D'accord ?
Donc ici, ça, c'est bon. Et ensuite, là, on a en gros le scale value qui est en fait une sorte de facteur qui va être multiplié par la direction pour savoir si on va dans le sens inverse ou non. En gros, si je fais x est égal à 1 et que le scale value est égal à 1, en gros, on va se déplacer le long de l'axe x de manière positive. C'est-à-dire que si ça, c'est égal à 1 et ça, c'est égal à 1, on va bien se déplacer comme ça. Oups, pardon. Ici, comme ça. D'accord? Si par contre, je mets x est égal à 1 et ici, je mets scale value est égal à moins 1, on va multiplier ça par ça. Et ce qui va se passer, c'est que le x qui est égal à 1 ici va être égal à moins 1. Et dans ce cas-là, on va aller ici. D'accord? Et en fait, le scale value, il prend tout son sens à partir du moment où on va le relier au action value. Vous allez voir un petit peu plus tard, mais un autre point important, c'est qu'ici, si le scale value, je le mets à 0,5, et ben en fait, on va multiplier ça par ça, ça va donner 0,5 pour x, donc ce truc-là ici, comme ça. Et en fait, c'est comme si on allait le long de x, mais à la moitié de notre vitesse. D'accord? Et quelle est notre vitesse? Parce que c'est vrai que là, je vous ai parlé de direction, mais pas de vitesse. Et bien, la vitesse ici à laquelle on va se déplacer le long de cet axe-là, elle est définie dans le character movement. Donc, character movement, si je vais ici, la vitesse, le max walk speed, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est celui-là, c'est 600 cm par seconde. Donc, si le scale value est égal à 1, on va allonger x à 600 cm par seconde. Si le scale value est égal à moins 1, on va allonger l'axe x dans le sens inverse finalement à 600 cm par seconde. Et si je mets quelque chose comme 0,5 ici, et ben en fait, on va aller le long de l'axe x à 300 cm par seconde, du coup 600 divisé par 2. Et quel est l'intérêt de tout ça? C'est que vous voyez notre stick, le stick de notre manette, et ben si je l'incline un tout petit peu, ok, depuis tout à l'heure, on voit que ça va vers 1 ou moins 1, mais en fait, on n'a pas vu l'aspect où si j'incline légèrement, de moitié par exemple, en fait, la valeur elle va être égale à 0,5. Et c'est ce qui va permettre de faire varier la vitesse de notre personnage en fonction de l'inclinaison du stick. Bien sûr, comme les touches ZQSD simulent le fait d'incliner complètement le stick à gauche ou à droite, ben on va aller à pleine vitesse. Mais par contre, si on joue avec un stick, on a cette petite subtilité qui fait qu'on pourra aller plus ou moins vite. D'accord? Donc, on va commencer par paramétrer le mouvement horizontal. Donc, ici, je vais aller dans le viewport. Et donc, le mouvement horizontal, ce serait celui qui permet de bouger comme ça, de manière horizontale finalement. Et qu'est-ce qui correspond à la manière de se déplacer horizontale? Ici, si on regarde bien, bon, je suis désolé, c'est un petit peu petit pour le coup pour la vidéo, c'est l'axe Y. D'accord? Donc, ici, je vais mettre X à 0 et Y à 1. Ici, je vais ajouter un petit commentaire en cliquant sur la petite bulle. Et je vais mettre déplacement horizontal. Voilà. Donc, Y représente les déplacements horizontaux. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va brancher l'inclinaison horizontale du stick. Donc ici, si vous vous rappelez bien, le action value permet d'afficher une valeur comme X et Y. D'accord? Si je faisais un print string comme ça, là, et que je branchais le action value ici, ce qui se passait, c'est que quand je lance, donc j'incline mon stick, on a bien X et Y qui sont affichés. Donc il y a deux valeurs qui sont incluses. J'ai toujours du mal avec ce mot-là, je ne sais pas si c'est inclus ou incluse, mais en gros, qui sont contenues directement dans ce pin-là. Donc là, il y a deux valeurs, X et Y. Maintenant, moi, le X représente l'inclinaison horizontale. D'accord? X est égal à 1, ça veut dire que j'incline le stick à droite. Moi, je veux juste récupérer le X. Et en fait, comment est-ce que je vais faire? Ici, en fait, je vais appuyer sur Alt déjà pour retirer cette connexion. Et là, en fait, vous pouvez faire un clic droit sur Action Value. Et là, vous faites Split Struct Pin. Et en fait, ça va casser ce truc-là en deux. Donc, Action Value X et Action Value Y. Et en fait, on peut extraire la valeur X et Y séparément pour ne garder que l'information qui nous intéresse. Donc, la X, c'est l'axe, c'est l'inclinaison horizontale. Donc, je vais brancher ça là. Et ça, je vais brancher ici. Et d'ailleurs, on va faire un petit truc avant de faire ça. Hop, je vais retirer ça. Je vais faire un print. Je vais vous démontrer un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais brancher le X directement ici. D'accord? Donc, on va juste afficher la valeur de X dans le print. Et là, je vais lancer. Et regardez, là, ici, si j'appuie D, ça fait 1. Si j'appuie Q, ça fait moins 1 parce que c'est à gauche. Par contre, si je prends ma manette, que je vais à droite, ça fait 1. Si je vais à gauche, ça fait moins 1. Et par contre, si j'incline légèrement, vous voyez que c'est 0,3, 0,4, 0,5 en fonction de mon inclinaison. Et donc, cette valeur-là, multipliée par la direction, va permettre d'aller plus ou moins vite en termes de déplacement par rapport à l'autre personnage. Donc, ici, je rebranche ce truc-là ici. Voilà, je supprime le print string et celui-là. Et là, le X, donc l'inclinaison horizontale, je vais brancher ça dans le scale value. Enfin, le dernier point, le dernier paramètre, le force, en général, on n'y touche pas. C'est un truc qui permet de dire, écoute, est-ce que c'est une force qui est appliquée? Donc là, c'est bon.
Et maintenant, je vais lancer l'exécution pour voir ce qui va se passer. Donc, je lance le jeu. Voilà. Et ici, si j'appuie sur D, le perso va à droite. Et si j'appuie sur Q, le perso va à gauche. Et pareil, si je prends ma manette, je l'incline à droite, il va à droite. Je l'incline à gauche, il va à gauche. Par contre, si j'incline légèrement, voilà, il va tout doucement. Un peu plus léger, plus vite, plus lent, plus vite, plus lent. Et en fait, en gros, ça fonctionne correctement. Donc maintenant que ça s'est fait, bon là, vous voyez qu'il y a un petit bug avec ma manette, parce que du coup, je pense qu'elle est un petit peu cassée et qu'il y a du drift, hein, si je me trompe pas, on appelle ça comme ça. Donc là, je vais sortir de là. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux déplacements verticaux. D'accord, en mouvement vertical. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple, on va retourner dans le viewport. Et ici, on va vérifier quel est le déplacement vertical. Donc, vous le savez depuis le début, finalement, c'est l'axe X. Donc, cet axe-là, ça représente le déplacement vertical et ça correspond à l'axe X. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire, la direction, c'est X égale à 1. OK? Et ensuite, le scale value, c'est l'inclinaison verticale qui est représentée par le action value Y. Donc, je branche ça ici. Comme j'aime pas se faire croiser des câbles avec des nodes, je vais double-cliquer là pour créer un reroute node, une redirection, voilà. Et ensuite, je vais brancher ça comme ça, pour dire, maintenant, on applique les mouvements horizontaux, et ensuite les mouvements verticaux. Donc, vous l'aurez deviné, je ne l'ai pas vraiment précisé, mais ici, vous voyez le scale value, l'inclinaison du stick. Si je vais à -1, automatiquement, ça va inverser la valeur, d'accord? Donc là, c'est bon, je vais ajouter un petit commentaire. Je vais mettre le déplacement verticaux, voilà. Et je vais mettre un macro commentaire, si je puis dire, en gros. Je vais sélectionner tout ça. Je vais appuyer sur la touche C de mon clavier. Et je vais mettre gère les déplacements du personnage. Voilà. Gère les déplacements du personnage. Je vais cliquer sur la couleur. Je vais assigner la couleur que j'ai stockée ici. Voilà, le gris. Et là, je vais faire Show Bubble When Zoom. Je vais cocher ça pour que quand je dézoome, on voit que je gère les déplacements du personnage à cet endroit-là. D'accord ? Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde et on va passer à l'orientation de notre personnage. Alors pour rappel, pour orienter notre personnage, nous avons deux options. Soit nous utilisons la souris, le curseur de la souris pour l'orienter, soit nous utilisons les touches du clavier ou le stick droit pour orienter et tirer en même temps. Alors pour le coup, ici nous allons commencer par gérer l'orientation du personnage avec le stick droit et les touches du clavier. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici, on va aller chercher l'événement correspondant, donc c'est l'événement AutoFire. D'accord, c'était celui-là. Donc le tir automatique, c'est-à-dire que quand je vais incliner mon stick vers le haut, je veux que le personnage regarde vers le haut et qu'il tire des projectiles. Là, pour le coup, dans cette leçon, nous n'allons pas implémenter tout de suite le tir de projectiles. Ça va venir un peu plus tard dans cette formation. Pour l'instant, nous allons juste nous baser sur l'orientation du personnage sans le tir de projectiles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une direction. Vous voyez ici le World Direction. On a X, Y et Z. Donc, on dit à quel point on va en X et à quel point on va en Y et à quel point on va en Z. Nous, on va essayer de faire un peu la même chose. On va dire, écoute, moi, je veux sortir une direction dans le monde en fonction de mon inclinaison. Donc, si, par exemple, j'incline le stick vers le haut, en fait, je veux faire un asset un petit peu de ce type-là, une valeur de ce type-là qui dit, écoute, le Y est égal à 1. D'accord? Bon, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en gros, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Ici, je vais faire un clic droit et en fait, je vais taper Make Vector. Alors, Make Vector, en fait, c'est un peu ce truc-là. Vous voyez ça? Vous voyez bien que le pin ici, il est jaune et celui-là, il est jaune. En fait, on est en train de créer ce type d'asset avec ces trois valeurs. Donc, le X va devenir ce X-là, le Y va devenir ce Y-là et le Z va devenir ce Z-là. D'accord? Donc, en gros, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux créer une direction dans le monde à partir de ce que j'utilise comme input. Donc là, je vais faire un clic droit. Je vais faire un split struct pin pour casser la valeur de l'inclinaison X et Y. Donc X représente l'axe horizontal et Y représente l'axe vertical. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que en gros, ici, lorsque je vais être en jeu, dès que je vais incliner le stick vers le haut, Y va être égal à 1. Et donc dans ce cas-là, je veux que ça corresponde finalement à une direction le long de X. Ok? Donc là, la particularité, c'est que par rapport à mes inputs ici, lorsque je viens là, X représente l'axe horizontal, et Y représente l'axe vertical. Dans le cas de notre jeu, pour rappel, le X permet d'aller dans la profondeur, donc verticalement, et le Y permet d'aller à gauche ou à droite. Donc en gros, tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va inverser ces deux valeurs. Donc comme le X, c'est l'axe horizontal dans le cas de notre input, en fait, on va dire qu'on va le mettre dans le Y de l'axe
dans le Y du world, d'accord, du monde. Donc par rapport à la direction dans le monde. Et le Y, comme il représente le fait d'aller verticalement, ben, on va le brancher dans le X. Donc ici, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer une direction. C'est-à-dire que là, si je fais un print string, par exemple, je vais brancher ce truc-là ici. Pareil, comme d'habitude, ça va me convertir ça en texte. Je vais compiler, et là, je vais lancer l'exécution et regarder ce qui se passe. Si j'appuie la flèche en haut, on a bien X est égal à 1, Y est égal à 0, et Z qui est égal à 0. Ça veut dire qu'on veut bien aller sur le long de X, donc verticalement, ici vers le haut. Si je fais flèche en bas, X égale à moins 1, et si je vais à gauche, Y égale moins 1, et à droite, Y est égal à 1. D'accord? Donc on a bien cette direction-là qui est mise à jour. Donc Y, c'est l'axe horizontal du monde, X, c'est l'axe vertical du monde. Donc le Z, on s'en fout un petit peu parce qu'on ne peut pas se déplacer de haut en bas. Donc là, je vais sortir d'ici. Et ce qui est cool, c'est que maintenant qu'on a cette direction-là, et ben comme on veut orienter le personnage, on peut lui dire, bah voilà, tu vois, tu as cette direction-là, et ben moi maintenant, je veux que tu t'orientes en fonction de cette direction. Je veux que tu regardes dans cette direction. Si j'appuie la flèche vers le haut, ça veut dire que X est égal à 1, donc c'est comme si on voulait se déplacer vers l'avant. Et en fait, je vais dire à mon truc, à mon personnage, et ben regarde dans cette direction-là. Regarde le long de X. Si j'appuie la flèche en bas, on va faire moins 1, donc je vais pointer de l'autre côté, et je vais lui dire, bah écoute, maintenant tu te tournes, et tu vas regarder de l'autre côté. Si je vais à gauche, etc., voilà, à droite, il va s'orienter correctement, je pense que vous avez compris. Et donc, pour faire ça, en fait, comment est-ce qu'on va faire pour lui dire de regarder correctement? Et ben en fait, on va jouer sur son orientation. C'est-à-dire qu'ici, en fait, lorsque le personnage va être dans le monde, on va jouer sur son orientation. On va le faire pivoter, on va faire changer la valeur de son orientation, donc celle qui est là. D'accord? Vous voyez qu'ici, quand je le fais tourner, c'est l'orientation qui change. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais venir ici, je vais prendre ça et je vais supprimer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, je vais faire un Get Player Controller, et de ce Get Player Controller, je vais tirer un Set Control Rotation. Voilà, Set Control Rotation. Là, je vais brancher ça sur le trigger. Donc, à chaque fois qu'on va incliner le stick, on va mettre à jour la rotation. Et en fait, le Set Control Rotation, je vous avoue que c'est quelque chose qui peut être un petit peu perturbant quand on n'a pas l'habitude. Mais le Set Control Rotation permet de dire quelle est l'orientation que le personnage doit avoir. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi est-ce que c'est stocké dans le Player Controller? C'est simple, c'est parce que, en fait, en gros, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Le Control Rotation, c'est, on peut avoir un stick qui est incliné vers la droite, mais on peut regarder vers l'avant. Par contre, si je me tourne, on incline le stick vers la droite et je me tourne de l'autre côté, en fait, automatiquement, le personnage va pivoter pour coller finalement à la direction vers laquelle je suis en train d'aller. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut regarder dans une direction et aller dans l'autre direction en fonction du stick. C'est un peu flou, j'avoue, mais j'arrive pas à expliquer autrement. Tout ce que vous avez à retenir, c'est juste en gros que ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre le commentaire. Voilà. Ici, en fait, ça permet juste de définir l'orientation que le personnage est censé avoir. Retenez juste ça, d'accord? Ici, le New Rotation. La rotation ici, cette valeur-là, vous voyez que c'est un pin bleu clair. Et en fait, si je prends le mesh, ça correspond en fait à ça. D'accord? Donc là, maintenant que j'ai ça, donc j'ai la direction dans laquelle je veux regarder, je suis capable de modifier l'orientation du personnage. Et comment est-ce que je vais faire? Et ben en fait, j'ai un node qui permet justement de définir une rotation. Donc je vais prendre ça, je vais tirer un câble et je vais taper rotation, donc rotation, et je vais faire from x vector. Rotation from x vector, c'est comme si je dis à Unreal, ben écoute, voilà, ça, c'est la direction vers l'avant. C'est la direction vers laquelle je veux regarder. Et ben maintenant, trouve-moi une orientation correspondante. Donc, on voit bien qu'ici, c'est une direction qui entre là. Et de là, on sort avec une rotation. Et trouve-moi une rotation qui correspond à cette direction-là. D'accord? N'oubliez pas que le x vector, le vecteur x, c'est le vecteur qui est censé pointer vers l'avant. Donc ici, je dis que ça, ce vecteur-là, c'est le fait que je pointe vers l'avant. Donc s'il est à gauche, je veux que le personnage regarde à gauche. Et dans ce cas-là, je vais trouver une rotation qui correspond à ça. Donc je branche ça, je branche ici. Je suis désolé, hein, j'ai un peu de mal à expliquer cette partie-là. J'espère que vous comprenez malgré tout. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, avec la pratique, ça va venir. D'accord? Donc là, maintenant que ça c'est bon, je vais compiler et je vais sauvegarder. D'accord? Donc ici, ça me permet d'aborder encore une autre fois un autre truc que j'ai déjà abordé plusieurs fois. Ici, si je fais un clic droit, je fais Set Control Rotation. Vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît.
il n'y a pas de set control rotation qui apparaît. Pourquoi? Parce que le set control rotation, c'est une fonction qui a été implémentée dans le contrôleur. Donc le player controller, c'est le contrôleur qui contrôle ce pawn, donc le BP hero. Donc ici, il faut que je tire un câble depuis le get player controller pour dire à Unreal, écoute, tu vas aller dans le contrôleur, et dans le contrôleur, tu as une fonctionnalité qui s'appelle set control rotation. D'accord? Et on va cliquer dessus pour ajouter. Vous voyez bien d'ailleurs que ici, c'est target is controller. Donc si je faisais ça, par exemple, si je retirais la connexion ici, je maintiens la touche Alt et je compile, vous voyez qu'il va me mettre une erreur. Il me met une erreur quand j'ai lancé la compilation et il dit, attention, ce blueprint n'est pas un contrôleur. Donc target doit être connecté à un contrôleur. Donc ici, je branche ce contrôleur ici, et là, le target is controller, donc c'est bien un contrôleur qui possède cette fonction, je compile, et là, il me dit, c'est bon. D'accord? Donc là, je vais prendre ça, je vais supprimer, et aussi, ici, je vais prendre cette partie-là, je vais appuyer sur la touche C de mon clavier, donc je vais fermer le compiler result ici, et là je vais renommer ce commentaire en gère l'orientation du personnage. Donc comme d'habitude, je vais appliquer mon skin custom ici, je clique là, le truc gris, je fais OK, et là je fais show bubble when zoomed pour que quand je dézoome, on peut voir le commentaire. D'accord? Donc là c'est bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à tester tout ça, je compile, je sauvegarde, je lance. Et là, je vais appuyer sur la flèche à gauche, il regarde à gauche. À droite, il regarde à droite, en bas et en haut. Et là, ce qui est cool, c'est que si je prends ma manette, comme la manette aussi a été paramétrée, ben regardez, je peux tourner de manière plus précise. Et donc là, je peux me déplacer. On peut déjà commencer à faire un simulateur de danse. Et on peut voir ici, en fait, qu'on a des cocos géants. Des cocos géants qui font presque la taille du personnage. Donc voilà, c'est bon, on a fini par implémenter l'orientation du personnage et du coup là tout de suite on va pouvoir s'attaquer à l'autre manière d'orienter le personnage, cette fois-ci avec la souris. Alors maintenant nous allons passer à l'orientation du personnage avec la souris et je vous invite à faire une chose, c'est à vous accrocher parce que cette partie-là risque d'être légèrement plus compliquée que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc il y aura un petit peu de logique, ça va peut-être vous faire des nœuds dans le cerveau, mais c'est pas grave, on va essayer de bien s'accrocher et de réussir à implémenter tout ça ensemble. Alors donc ce que je vais faire, c'est que on va déjà récupérer l'action concernée, donc c'est l'action input look around, donc celle-là. D'accord? Enhanced Input Action Look Around, pour appeler cet événement-là, je fais un clic droit, je fais INP Look Around, Look Around, et on a INP Look Around qui est disponible ici. D'accord? Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, si je lance le jeu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour pouvoir contrôler le jeu, il faut que je clique dans la fenêtre pour que le jeu puisse être focus par le clavier et la souris. D'accord? Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit souci, c'est que la souris n'est plus visible. Je ne la vois plus, pourtant, si j'appuie deux fois sur CTRL pour afficher mon truc là, vous voyez qu'elle bouge bien. Sauf que la souris n'apparaît pas en jeu. Donc pour corriger ça, on va faire en sorte que à chaque fois que le player va commencer à bouger sa souris, et ben en fait on va l'afficher. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est assez facile, on va faire appel à une fonction qui se trouve dans le player controller. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire un get player contrôleur pour récupérer le contrôleur de notre BP Hero, donc en l'occurrence notre contrôleur à nous. Donc pour info, je ne l'ai jamais vraiment précisé, mais c'est un contrôleur, en fait c'est impossible de contrôler un pawn sans player controller. Il en faut toujours un, et d'ailleurs tiens, je vais profiter pour vous en parler un petit peu. Ici, si je vais dans le dossier core et que j'ouvre le game mode, vous voyez qu'ici, Player Controller Class, c'est Player Controller. Donc c'est une classe par défaut qui nous est assignée. On peut créer notre propre Player Controller, mais pour le coup, celui-là, il suffit complètement. Et là, les fonctionnalités de base d'un Player Controller. Donc ici, automatiquement, ce truc-là, il a été créé pour nous lorsqu'on lance le jeu. Donc maintenant que nous avons le Player Controller, ici, je vais tirer un câble et je vais taper Show, S-H-O-W, Mouse, et je vais choisir Set Show Mouse Cursor. D'accord ? Set Show Mouse Cursor, c'est une variable qui est stockée dans le contrôleur et c'est une variable de type booléen. Donc ici, je vais cocher. Je vais dire, écoute, je veux que tu montres le curseur de la souris. D'accord? Et moi, je veux que le curseur de la souris soit visible dès qu'on commence à bouger. Donc ça veut dire, à partir du moment où le started sera parti. Dès qu'on va bouger la souris, le started va partir. Et dès qu'on va arrêter de bouger la souris, c'est le completed qui va être lancé. Et le trigger va être lancé tant qu'on bouge la souris. D'accord? Donc là, on va tester ça. Je dis maintenant, voilà, dès que la souris commence à bouger, donc le look around, dès qu'elle commence à bouger, on va prendre le contrôleur et on va lui dire, bah maintenant, tu affiches le curseur.
je vais lancer. Donc là, je focus dans la fenêtre, donc je clique. Là, la souris a disparu. Et regardez, maintenant, je vais bouger. Hop, comme par hasard, elle apparaît. Mais on n'a toujours pas perdu le focus parce que le player peut toujours se déplacer. D'accord? Donc je vois la souris cette fois-ci. Je peux cliquer et voilà. Et elle va bouger sans problème. D'accord? Donc ça, c'est bien. Mais maintenant, juste histoire d'avoir un truc un petit peu professionnel, on va dire, on va faire en sorte que en fait, la souris soit cachée dès qu'on arrête de bouger dès qu'on arrête de la bouger. Ça va faire un truc un petit peu pro dans le sens où on va dire, bah, écoute, si tu bouges la souris, bah t'inquiète, je vais te la montrer, tu sauras où tu regardes, il n'y a pas de problème. Ah, tu veux bouger avec la manette? Tu touches plus à ta souris? Pas de souci, je cache le curseur de manière à ce que tu ne puisses plus être gêné par le curseur de la souris. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble depuis le contrôleur, je vais tirer un autre set, donc set show mouse cursor, celui-là, et je vais le brancher dans le completed. Et là, cette fois-ci, je vais laisser ça à false. Je vais laisser ça décoché pour dire, bah écoute, tu ne montres plus le curseur de la souris. Donc, quand on va commencer à bouger, on affiche le curseur de la souris. Et quand on arrête de bouger, on ne l'affiche plus, on cache le curseur de la souris. Donc là, je vais lancer l'exécution. Donc ici, je n'ai pas encore le focus, je ne peux pas me déplacer. Donc je vais cliquer. Et regardez maintenant, je bouge la souris, elle apparaît. D'accord? Je lâche la souris, elle disparaît. C'est magique, hein? Voilà, donc bon, elle clignote un petit peu de temps en temps parce que je ne bouge pas de manière très fluide, on va dire. Mais vous voyez un peu la blague. Donc là, maintenant, c'est bon, je vais sortir de là. Et maintenant qu'on peut afficher le curseur, on va orienter le perso en fonction de sa position. Donc pour commencer, on va ajouter le set control rotation que nous avons utilisé plus tôt ici. Donc je vais prendre ça et ça. J'appuie sur CTRL C, CTRL V. Et je vais venir brancher le trigger ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc on sait qu'on va vouloir changer l'orientation de notre personnage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Concrètement, ce qu'on veut faire, c'est que quand on va afficher le curseur, on veut pouvoir dire au personnage, bah, écoute, tu vas regarder le curseur. Je veux que tu regardes constamment l'endroit où le curseur se trouve. Okay? Et comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, c'est hyper pratique sur Unreal parce que justement, on a un node qui permet exactement de faire ça. Et le node en question, c'est simple. Ici, je vais faire un clic droit. Je vais faire Find, Look, At. Et je vais prendre Find, Look, At, Rotation. Celui-là. Je clique. Et en fait, ici, ce truc-là, je vais le brancher là. OK? Je vais le brancher ici. Et comment est-ce que ce node fonctionne? C'est simple. En fait, il va nous choisir une orientation en prenant la position de départ, donc qui va être branché dans le Start, et une position d'arrivée. Donc la position de départ, c'est quoi? La position de départ, c'est la position de notre acteur. D'accord? De notre BP Hero dans le monde. Donc ici, je vais faire un clic droit et je vais taper Get Actor Location. Donc Get Actor Location, ça prend la position de l'acteur dans le monde. C'est-à-dire que ici, si je prends ce truc-là, vous voyez que sa position, elle est mise, donc là, juste au-dessus de ma tête, légèrement au-dessus, on a 0, 0, 50. Si je prends le Y et je me déplace, regardez la valeur, elle modifie. Donc ça, c'est la position de notre objet dans le monde. Donc, moi, quand je vais prendre Get Actor Location, ça va me récupérer cette position-là. D'accord? Donc ici, je prends la position de l'acteur et je branche ça dans Start pour dire, ben écoute, c'est ce truc-là, c'est le Start qui va regarder vers le Target. Donc maintenant qu'on a la position du personnage, on veut la position vers laquelle le Start est censé regarder. Donc le Target, donc l'endroit vers lequel l'acteur veut regarder. Et quel endroit est-ce qu'il veut regarder? Eh ben, il veut regarder le curseur. C'est-à-dire qu'ici, voilà, donc là, il me met une erreur parce que j'ai compilé. Mais en gros, lorsque je vais lancer l'exécution, il faut que je trouve un moyen de dire, écoute, voilà, je suis en jeu, j'ai le curseur qui est là. En fait, ici, ça correspond à ce point-là, donc vraiment sous le curseur. Si je zoome, le curseur, en fait, il correspondait, par exemple, à cette case-là, à cet endroit-là. Et je veux, en fait, que finalement, quand le player va bouger, quand le héros va bouger, je veux qu'il regarde exactement ce carreau-là sur lequel mon curseur est en train de pointer. D'accord? Et pour faire ça, on va utiliser une fonction du player controller. Je vais tirer un câble depuis le player controller ici, voilà. Je vais le mettre là. Et voilà, depuis le player controller, je vais appeler un autre node, je vais tirer un câble et je vais faire un find look. Excusez-moi, je vais chercher plutôt get hit result under cursor by channel. Celui-là. Get hit result under cursor by channel. Alors, ce truc-là,
Comment est-ce que je peux vous expliquer? Je vais faire simple ici. Je vais d'abord mettre les paramètres comme il faut. Donc là, le trace complex, je vais faire ça. Et en fait, ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors, je vais retirer le truc ici. Je vais appuyer sur Alt. Je compile. Concrètement, en fait, ce truc-là, lorsque je vais appeler cette fonction-là, elle va prendre la position du curseur. Et en fait, c'est comme si, imaginez que, vous voyez là, concrètement, l'écran qu'on voit, c'est en quelque sorte la caméra de notre jeu. C'est-à-dire que ici, lorsque je lance le jeu, alors je vais essayer de placer le player ici, le héros. Lorsque je lance le jeu, vous avez cette caméra-là. Ok? En vrai, l'écran qu'on voit ici, cette partie-là, cette surface-là en quelque sorte, c'est un peu cette surface-là ici. D'accord? Et en vrai, lorsque mon curseur se déplace, lorsqu'il se déplace ici sur l'écran, en vrai, il est en train de se déplacer par là. Et en fait, ce qu'on va faire en appelant notre fonction qui s'appelle getHitResult_cursor, c'est comme si en fait on disait, écoute, le curseur là, sur l'écran, il est ici, mais en fait, en vrai, dans le monde, il est à cet endroit-là dans la caméra. Et en fait, à partir de là, on va lancer un rayon, un peu comme le trait rouge que vous voyez ici, on va lancer une sorte de laser dans le monde depuis ce point-là, et dans la direction vers laquelle la caméra est en train de regarder, on va lancer un laser dans le monde, et l'endroit où ça va toucher, donc le hit, on va prendre cette information-là, on va dire, ok, c'est cet endroit-là, dans le monde, que tu veux regarder. D'accord? Quand je dis que tu veux regarder, c'est le player, que le player doit regarder. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous êtes d'accord avec moi que si je lançais le jeu là comme ça, et que je mettais ma souris là, et je dis au player, enfin au héros de regarder ma souris, bah, va me dire, écoute, t'es bien gentil, mais ta souris, je la vois pas. Je la vois pas, ta souris, elle est dans ton écran à toi, elle n'est pas dans mon monde à moi. N'oubliez pas que là, c'est vraiment une fenêtre qui donne sur le monde 3D. Et ben en fait, la souris ici, on peut dire qu'elle se déplace sur la fenêtre. Elle n'est pas dans le monde, elle est sur la fenêtre. Et donc nous, en faisant le getHitUnderCursor, c'est comme si on disait, ben voilà, la souris elle est placée là sur la fenêtre, et maintenant on va lancer un laser dans le monde, et on va toucher cette zone-là, ce petit endroit-là ici, et c'est ce petit endroit-là dans le monde que le player va devoir regarder. D'accord? J'espère que c'est suffisamment clair. Et ensuite, je reviens dans le BP Hero ici, et donc là, le hit result, c'est en fait le résultat, c'est l'endroit où on a touché. Donc ici, le hit result, c'est un peu comme le vecteur, vous voyez ici, dans cette partie-là, lorsqu'on a fait un split struct pin pour casser et extraire le X et Y, en fait, le hit result contient toutes les informations en lien avec la zone qui a été touchée. Attention, ça va faire mal aux yeux, je vais faire un clic droit et split struct pin, et voilà tous les paramètres qui sont stockés dans ce type de variable. Et donc là, on a par exemple la position où ça a touché, si ça a vraiment touché quelque chose, si ça a touché un acteur, quel acteur est-ce que ça a touché, voilà. C'est tout un tas de trucs qui peuvent être intéressants. Donc là, je vais faire un clic droit. Je vais faire Recombine Struct Pin, et en fait, pour éviter de casser un peu ce node pour le rendre tour massif, on a une alternative qui fait un peu la même chose que le Split Struct Pin, c'est je tiens un câble et je fais un Break Hit Result. D'accord? Donc je fais un Break Hit Result, et ici, c'est la même chose. On a exactement les mêmes paramètres, c'est juste que au lieu de casser ce node-là, on casse celui-là. Et ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je veux prendre la position de l'impact. Où est-ce que le laser a touché quelque chose? En fait, la position de l'impact, c'est ça, c'est le location. En anglais, location, c'est position. Donc je prends ça et je branche ça ici. Et ce qui est cool, c'est que ça, je peux réduire. D'accord? Donc là, je vais brancher ce truc-là ici. Et pour récapituler, à chaque fois que la souris va se mettre à bouger, on va récupérer, on va afficher déjà le curseur. Quand elle va s'arrêter de bouger, on va cacher le curseur. Et quand elle va bouger, tant qu'elle va bouger et que le curseur sera visible, on va prendre un laser qu'on va lancer depuis le curseur sur la fenêtre, on va le lancer dans le monde, on va toucher un point dans le monde, et on va dire au player, dans Get Actor Location, écoute, c'est ce point-là que tu veux regarder, et bien maintenant, réoriente-toi de manière à regarder correctement ce point-là. Donc là, si je lance l'exécution, vous allez voir que ça fonctionne correctement, vu que le personnage s'oriente correctement en fonction de la position de la souris. Alors, ça me fait penser à un truc, il y a deux petites erreurs, deux petits bugs dans ce code-là. Je vais vous montrer, c'est subtil, c'est quelque chose, on peut pas trop deviner. Je vous avoue que moi, en faisant le script, ça m'a un peu surpris de voir ce truc-là apparaître. Mais en fait, en gros, ici, regardez, je vais bouger, ok, donc là, je bouge la souris, et en fait, pendant que vous bougez, vous allez cliquer. Et là, le personnage ne bouge plus, et on ne voit plus le curseur de la souris. Et à partir de ce moment-là, il faut recliquer pour ensuite commencer à revoir le curseur de la souris. Et pire, dans certains cas, chez certains d'entre vous, si jamais je bouge et je clique en même temps, là, ça ne va plus bouger et il va falloir que je clique et que je bouge en même temps pour pouvoir, en fait, faire tourner le personnage. Donc là, c'est un bug qui arrive. En fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, ce qui se passe, c'est que dès qu'on affiche le curseur, en fait, c'est un comportement voulu, entre guillemets, qui est aussi connu comme étant un bug. C'est qu'en fait, dès que la souris apparaît, c'est comme si on disait à la souris, maintenant, tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans le jeu,
tu sors du jeu et en fait maintenant tu es à l'extérieur et donc on ne peut plus écouter les déplacements de la souris et récupérer sa position directement en jeu. Bon, c'est subtil, mais en gros ici ce qu'on va faire, c'est que là, ce que je vais faire de ce côté-là, c'est que je vais ajouter un node en particulier et je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement de ce node-là. Donc ici, je vais tirer un câble depuis là et je vais faire un set input mode game only. D'accord? Depuis le player controller. Je vais brancher ça ici. Voilà. Et ça, je vais brancher également là au cas où. Normalement, on n'en a pas besoin, mais je vais quand même laisser ça là. Et en fait, qu'est-ce que je fais? En gros, je dis, écoute, quand tu vas montrer la souris ou quand tu vas la cacher, donc je double-clique là pour faire un peu de place, et ben en fait, je veux juste que tu te rappelles que tu es dans un jeu et que tu ne vas pas sortir du jeu. Tu vas toujours rester en jeu, peu importe ce que tu fais. Donc là, si je lance l'exécution, là, je me déplace, ok, c'est bon. Maintenant, il faut que je bouge et je clique en même temps. Et là, on n'a pas le même souci. D'accord? Donc là, ça passe correctement. Ok? Donc, maintenant que ça s'est fait, nous allons voir un autre bug qui est, lui, par contre, assez particulier. Et je vais passer à une autre vidéo assez rapide juste pour vous expliquer le bug parce que ça va nous demander de modifier et de faire un petit peu de mathématiques. Alors donc là, j'ai préféré séparer la vidéo parce que je sais que c'est un concept qui risque d'être un petit peu compliqué, donc j'aurai peut-être un petit peu de mal à expliquer. Donc en gros ici, on a bien le curseur qui fonctionne, sauf qu'il y a un cas bien précis dans lequel ça va déconner. C'est en fait si on envoie le curseur en dehors du level. Donc regardez là, je tourne, et hop, dès que je vais descendre, par exemple le curseur, donc il est là mon curseur, je vais descendre, hop, regardez le personnage, il s'est retourné. Et par contre, dès que je ramène le curseur, ça y est, regarde. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, vous voyez, le rayon qui est lancé dans le level, donc le laser qui est lancé dans le level, en gros, ici, il touche quelque chose et donc le personnage, il sait où il faut regarder. Sauf que là, comme on lance dans le vide un laser, et en fait, le laser, il touche jamais rien. Et au final, on n'a aucune position de hit, on n'a aucune position de quelque chose qui a été touché par le laser, vu que, bah, de toute façon, il n'y a que le vide. Et on ne peut rien toucher, donc on n'a vraiment aucune position. Donc pour bien démontrer ces choses-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Et là, en fait, ce que je vais faire, ouais, je vais faire ça. Ça va être plus facile. Ici, le trigger, je vais tirer un câble et je vais faire un print string. Et là, vous voyez, le location, je vais venir et je vais le brancher ici. D'accord? Le location, je vais brancher là. Je vais lancer et regardez ce qui se passe. Donc là, on a bien une position et tout qui apparaît lorsque je bouge la souris. Ok. Par contre, dès que je sors, hop, tout est à 0. C'est pour ça qu'il regarde en plein au centre du level parce que bah là, je suis toujours dans le vide, tout est à 0. Ensuite, dès que j'arrive là, hop, comme par hasard, ça a touché quelque chose et donc on peut savoir où il faut regarder. Donc ici, s'il ne touche rien, ça ne fait rien du tout. Alors attention, c'est par rapport à ça également qu'il faudra vraiment bien s'accrocher parce que ce que je vais faire, ça va être un petit peu compliqué. Alors, s'il fallait vous expliquer simplement ce qu'on va faire, ce que je veux faire en gros, c'est que imaginez, donc je vais venir ici plutôt, imaginer, alors je vais prendre le personnage, je vais le mettre là, donc voilà, je vais le mettre ici. D'accord, on a mon perso qui est là. Ensuite, ici, je vais ajouter un plan invisible. Voilà, un plane ici. Ce truc-là, je vais le placer à la même position que le personnage. Et en gros, je vais l'agrandir vraiment, je vais le faire vraiment très grand. D'accord? Donc, imaginez que ça, c'est un plan imaginaire qui apparaît autour du personnage. En fait, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire, écoute, tu vois là la caméra, elle est ici. Ma souris, lorsqu'elle se balade dans ma fenêtre, en gros ici, c'est comme si elle se baladait sur la surface du bout de la caméra. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer une ligne. Je vais dire, écoute, là, mon rayon, ok, le laser que je vais lancer, il va être particulier. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la position de la souris dans le monde. Donc ici, admettons, elle se balade sur ce plan-là. On va dire, écoute, c'est cette position-là vraiment dans le monde. Et à partir de là, je vais tracer une ligne en partant de ce point précis. Et cette ligne-là, dans quelle direction elle va aller? Elle va aller dans la direction de la caméra. C'est un peu finalement la même direction que le trait rouge. Sauf qu'au lieu de partir du centre de la caméra, on va partir de l'endroit où se trouve la souris. Si la souris se trouve par exemple à droite ici sur l'écran, en gros la caméra c'est comme si la souris était ici sur ce petit rectangle. Et donc on va faire partir de là un rayon, donc ce rayon-là. Et ensuite on va chercher l'intersection de ce rayon avec ce plan-là. Donc admettons que ça va toucher sur ce plan ici à cet endroit-là, et ben le player va regarder le plan. D'accord? Résultat, l'avantage c'est que comme le plan est imaginaire, on peut l'étendre à l'infini. Finalement, je peux l'agrandir énormément. Et en fait, si par exemple le rayon venait à toucher ici dans le vide, comme le plan imaginaire existe bien,
bah, le player va quand même pouvoir regarder vers cet endroit-là. D'accord? J'espère que c'est assez clair, mais en tout cas, vous allez voir que ça va être plutôt simple à implémenter. Donc, je vais supprimer ça. Et donc là, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Et en gros, ça va régler un autre souci. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, si jamais je viens en jeu, ici, regardez ma souris, hein, je la bouge. Et en fait, regardez bien ce qui se passe. Là, le player, il regarde ici. Voilà, ok. Et maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Dès que je vais arriver là sur la surface, hop, le player, il a une sorte de... Même là, quand je passe le coin, le player, il a une sorte de petite saccade. C'est subtil. D'accord? Donc là, je descends, hop, je descends de manière fluide. Et pourtant, la rotation du player est vraiment saccadée, en quelque sorte. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, le rayon, comme il touche un endroit ici, ensuite il touche là-bas, là-bas, c'est vraiment plus loin, c'est pas vraiment juste à côté comme si je me baladais sur l'écran. Donc ici, en fait, l'avantage avec le plan imaginaire que nous allons créer, en fait, peu importe l'endroit où on va aller, on ne va pas dépendre de la géométrie du level. D'accord? Donc là, ici, on touche littéralement ce mur, ensuite ici, on touche le haut du mur, et là, on touche là-bas tout en bas. Donc forcément, ces deux endroits qui sont littéralement différents, ils sont vraiment pas à côté. Genre ici, cet endroit du mur n'est pas à côté de cet endroit dans le level. Même si sur l'écran, ils sont proches l'un de l'autre, en vrai, il y a toute une distance qui les sépare. Donc si je viens ici, je me mets comme ça, je mets ma souris là, et en fait ce point-là et ce point-là, même si sur l'écran ils sont côte à côte, en vrai il y a tout un espace qui les sépare. Il y a le point qui est ici et le point qui est là. Donc on demande au mannequin, enfin au personnage, pardon, au héros, de regarder d'abord ici, et ensuite de regarder là. Donc c'est pour ça qu'en fait on a une saccade. En fait les deux ils sont assez éloignés et donc le personnage il se tourne un peu de manière brusque. Donc pour corriger ça, on va faire un petit peu de mathématiques. Je suis désolé, je sais que les gens n'aiment pas forcément ça, mais au moins ça va nous permettre de bien comprendre tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici je vais prendre ça, je vais appuyer sur la touche Maj de mon clavier, je vais la maintenir, je vais appuyer sur supprimer. Et ce qui va se passer, c'est que ça va supprimer ce node tout en gardant la connexion avec les deux autres. D'accord? Ici regardez, si j'appuie juste sur la touche supprimer, il n'y a plus de connexion, il faut reconnecter comme ça pour les mettre ici. D'accord? En fait, l'autre astuce, c'est que je prends ça, j'appuie sur la touche Maj de mon clavier et supprimer, et en fait, ça garde la connexion. D'accord? Donc ça, c'est un petit truc cool. Et donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser ce truc-là qui est préprogrammé sur Unreal, nous allons faire un petit peu de mathématiques. Donc, accrochez-vous encore une fois, ça va être légèrement compliqué, mais pas tant que ça finalement. Donc je vais prendre ce truc-là, je vais supprimer. Et là, nous allons trouver une nouvelle position vers laquelle on doit regarder. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un clic droit et je vais taper Line Plane. Line Plane Intersection et je vais prendre Origin and Normal, la deuxième version, celle-là. Donc cette fonction-là, en gros, elle va prendre une ligne de départ, un point de départ et un point d'arrivée pour cette ligne. Et ensuite, on va prendre la position du plane, du plan, et on va prendre la normale du plan. Donc c'est-à-dire qu'ici, en fait, si je reviens dans le level et que je refais ma petite configuration de tout à l'heure, là, si je prends ici un plan que je place là, et que je le mets comme ça, voilà. Ici, en fait, on va demander la position de mon plan, d'accord, plane origin, donc l'origine de mon plan. Et bien c'est simple, l'origine du plan, on va la placer sur le player, get actor location. On va la mettre ici, d'accord. On dit voilà, le plan imaginaire, il est placé au niveau du player. C'est pas parfait ici dans mon exemple, mais en fait on va le mettre vraiment sur le player, ici. On va dire voilà, l'origine du plan, c'est ça. Ensuite, on nous demande quelle est la normale du plan. La normale du plan, c'est un peu dans quelle direction est-ce que le plan regarde. Là, le plan, il est allongé comme ça, là, et en fait, en vrai, il regarde vers le haut. Il regarde dans cette direction-là. C'est un peu l'orientation du plan. Et en fait, la normale du plan, c'est la direction dans laquelle il regarde vers le haut, et donc ici, c'est l'axe bleu. Et l'axe bleu, si on regarde bien, il correspond à l'axe Z qui est ici en bas. Donc, on va mettre la direction en Z, on va mettre plane normal à 1. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver la position d'arrivée et la position de départ. Et pour ce faire, on va utiliser une fonction particulière. Donc ici, déjà, en sortie de cette fonction-là, on va récupérer intersection. Intersection, c'est l'intersection, justement, c'est où est-ce que la ligne et le plan se touchent. Donc là, le plane origin, donc l'origine du plan et la normale, font que ça donne ce plan-là, mais vraiment cette version du plan de manière infinie, comme s'il était immense. Il était vraiment qu'il allait jusqu'au bout, à l'infini et tout. C'est vraiment un plan invisible qui recouvre toute la surface de l'univers, limite, quoi. Et donc, du coup, je reviens ici. Et donc, l'intersection, ça sera ce point-là. Donc, l'endroit où le rayon va toucher, c'est vers ce point-là qu'on va regarder. Maintenant, nous, on doit trouver ce point-là. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, ici, je vais taper, je vais faire une petite logique et je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement. Donc, en gros, ce que je vais faire,
c'est que je vais faire un clic droit et je vais taper dproject screen to world. Alors attention, ça s'invente pas, il faut trouver ces choses-là. Donc je clique sur dproject screen to world, ce truc-là. Et en fait, le dproject screen to world, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, il va demander un player. Un player, si vous mettez la souris dessus, il demande le player controller. Donc dans notre cas, notre player controller, c'est celui-là. Donc je vais prendre ça et je vais connecter ici. Et en fait, ce node-là, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, c'est comme si il va dire, bah écoute, ta position, bon, faites pas attention à l'erreur, mais en gros, ta position sur l'écran, donc quand je sélectionne lui, hop, il est là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'il... Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Ici, il y a une erreur, donc je prends ça, je compile. Bon, je prends ça aussi, tant qu'à faire, je prends ça, je compile. Voilà, où on n'a pas d'erreur et on a notre caméra qui apparaît. Donc ici, le dproject, ce truc-là, screen to world, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va prendre une position à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans l'écran, il va prendre la position de la souris sur l'écran. Ok, il va prendre une position de la souris sur l'écran, il va dire, bah, la souris, elle est à X égale à 5 et Y égale à 10, par exemple. Et en fait, cette position-là, il va la convertir en une position dans le monde. Donc ici, les coordonnées de la souris sur l'écran, c'est pas les mêmes que les coordonnées de la souris dans le monde. Donc si je me mets dans cette position-là, et que je prends ici, comme je disais tout à l'heure, je mets la souris là à gauche, en vrai, dans le monde, sur l'écran vraiment qui est placé dans le monde, ici, ça, c'est cette position-là. Donc la souris, elle est vraiment placée ici dans le monde, plaquée contre la caméra à cet endroit-là. Donc ça, c'est en vrai la position de la souris dans le monde. Et donc en fait, ce truc-là, il va convertir la position qui est relative sur l'écran en une position dans le monde. Donc cette position-là. Et donc on va récupérer cette position-là ici, directement, world position. D'accord? Donc ici, le screen position, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble depuis le get player controller et je vais taper get mouse position. Voilà. Et le mouse position, c'est la position sur l'écran. Donc imaginez qu'en fait, l'écran, c'est comme si l'écran il a ses propres coordonnées. Donc X et Y, comme c'est un plan qui est plat, il n'y a que du X et du Y. Et dans le world, il y a du X, Y et Z parce qu'il y a de la profondeur. Donc ici, il va prendre la coordonnée X, Y de la souris sur l'écran et elle va convertir en une coordonnée X, Y, Z dans le monde. Donc ici, la position sur l'écran, ici le screen position, vous reconnaissez la couleur, je vais faire un clic droit, je vais faire un split struct pin pour dire que c'est un X et un Y. Donc je branche la position de la souris en X ici, la position de la souris en Y là, et donc ici, le world position, c'est la position de la souris dans le monde. Donc c'est la position de la souris ici et non plus ici sur l'écran. Donc elle est ici. Donc cette position-là, c'est justement à partir de laquelle nous allons lancer notre ligne. Nous allons dessiner notre ligne. Et ensuite, où est-ce qu'on va aller pour dessiner cette ligne-là? Nous allons du coup prendre une direction. Le line end, c'est en fait, on a pris le point de départ et maintenant on veut le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, on va le prendre très très loin. C'est comme si on lançait ce trait, on allait vraiment très loin en bas. Et donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la direction ici. Donc la direction, c'est en fait la direction de la caméra en quelque sorte. Donc la direction, elle est égale à ça. Et donc elle, je vais la multiplier par quelque chose. Ici, je vais la multiplier par quelque chose. Et en fait, c'est comme si je prenais une petite flèche. Donc le world direction, c'est juste une petite flèche qui pointe, qui dit en fait, en gros, on est là, par exemple, admettons, ok. Admettons la souris, elle est en plein milieu. Admettons la souris, elle est en plein milieu de l'écran ici. En vrai, ça va correspondre à ce point-là, la base de la ligne rouge. Et en fait, on va dire que c'est ce point-là et la direction, c'est le long de cette ligne-là. D'accord? Donc, sauf que la direction, elle est pointée avec une toute petite longueur. C'est comme si c'était un tout petit doigt qui pointe comme ça. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ce doigt-là pour qu'il soit hyper long, pour qu'il aille dans le level, pour que la ligne soit grande et qu'elle puisse toucher le plan. D'accord? Donc ici, c'est comme si je prenais le tout petit doigt, la toute petite direction, et je vais la multiplier par quelque chose pour aller loin. Et par quoi est-ce que je vais multiplier? Ici, je fais un clic droit, je vais convertir, je vais faire convert pin et je vais choisir un float. Et là, je vais multiplier ça par 5000. Je vais mettre 5000 pour dire, écoute, ce petit doigt, tu vas l'augmenter de 5000 pour qu'il aille vraiment très très loin. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'additionner à la position. Donc plus, add, et je vais brancher ça ici. D'accord? Je vais prendre la position de départ, je vais prendre un doigt long de 5000 unités, et je vais placer le doigt sur la position, et en fait, le bout du doigt, ça va être le bout de la ligne. Donc ici, je prends ça, je branche, et là, on a donc une ligne qui est tracée, qui va de la position de la souris dans le monde à une position qui est 5000 unités plus loin. Et on a un plan imaginaire du player. Et donc, dès qu'il y a une intersection, on va prendre la position de cette intersection.
Alors, je suis vraiment désolé, je pense que c'est la partie la plus mathématique de cette formation, mais c'était important parce que je sais que dans l'ancienne version de cette formation, celle qui était sur Unreal 4, beaucoup de gens m'ont réclamé, hey, je veux pouvoir contrôler l'orientation du player avec la souris, et donc malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de passer par ça, d'accord? Donc pour récapituler, à chaque fois que la souris va bouger, on va montrer le curseur, on va le cacher quand la souris n'est plus là, et ensuite, on va faire toute cette logique. Mais bon, je suis bête. Avant de vous expliquer la logique, je vais d'abord lancer pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc ici, je compile. Je reviens dans mon monde. Je vais supprimer le plan et le player. Voilà. Et là, je vais lancer le jeu. Et donc là, j'entre dans le jeu. Et là, dès que je bouge, regardez, je bouge de manière complètement fluide. Et on voit bien que le personnage, que l'orientation du personnage n'est pas cassée quand je vise dans le monde. D'accord? Donc là, ça fonctionne correctement. Du coup, pour récapituler un petit peu le fonctionnement, je vais sortir du jeu, je vais revenir ici. Donc, à partir du moment où on veut orienter le personnage, on va prendre la position du player, donc get actor location. On va prendre le find locate rotation qui va permettre de dire, écoute, voilà, j'ai ce truc-là et je vais te donner un point que tu devras regarder et tu vas t'orienter pour regarder ce point-là. Ensuite, quel point est-ce qu'on va vouloir regarder? On va prendre un plan imaginaire qu'on va placer sur le player. Et ensuite, on va prendre la position de la souris sur l'écran. On va la convertir en une position dans le monde, donc directement plaquée sur la caméra. Et on va lancer un rayon loin. Et dès que le rayon va toucher au point d'intersection entre le rayon et le plan imaginaire, et ben on va dire, écoute, c'est là que tu dois regarder. D'accord? Bon. Les amis, voilà, je m'excuse encore une fois, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Donc ici, on va mettre un commentaire, je vais sélectionner tout ça, je vais mettre un petit commentaire et je vais mettre ici sur ce commentaire-là, gère l'orientation du personnage en fonction de la position du curseur de la souris. Voilà, comme d'habitude, j'applique mon skin, tout est OK. Et est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, je n'ai rien oublié du tout. Donc là, je recompile, je sauvegarde, et on peut dire qu'on a officiellement terminé les déplacements du joueur dans le monde. Donc on peut jouer avec la souris comme ça, et on peut jouer avec le clavier, et on peut jouer également avec la manette et faire pivoter le personnage comme il faut. Donc là, c'est bon pour la base de notre player, et dans la prochaine leçon, nous allons nous attaquer cette fois-ci à la création de nos ennemis.